générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus d'un tiers de l'humanité est actuellement soumis à des mesures de confinement du fait de l'épidémie de coronavirus. Plus de 2,6 milliards de personnes sont en effet sommées de rester chez elles toute la journée, plusieurs semaines durant, ne pouvant sortir qu'exceptionnellement. Depuis le jeudi 26 mars, le Burkina Faso est entré dans une période de confinement renforcé pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Des restrictions interprétées parfois de dilettantisme. Les autorités ont durci les règles, notamment dans les villes où des cas de Covid-19 ont été enregistrés et des dispositions ont été prises à l'image d'autres pays du monde pour contenir l'épidémie. On peut citer entre autres les consignes sanitaires, le confinement, la fermeture des marchés et arts, les maquis et grands lieux de rencontre, les lieux de culte, le couvre-feu et enfin la mise en quarantaine des villes touchées par la maladie. Au fil des jours, les Burkinabés s'adaptent plus ou moins difficilement au confinement imposé par l'exécutif afin de combattre le Covid-19. Anxiété, stress, méfiance, stigmatisation, traumatisme, vivre dans un contexte d'épidémie comme celle du coronavirus peut avoir des répercussions psychologiques chez les populations comme chez le personnel soignant. Quelles sont les idées préconçues de la maladie? Quels sont ses effets psychologiques? Quel est l'impact d'une quarantaine et comment ne pas céder à la psychose? Pour répondre à ces différentes questions, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Abdul Risgou Ouedraogo. Dr Ouedraogo est pneumologue au CHU Tenganugo. Il intervient également dans la prise en charge des patients du Covid-19. Dr Georges Ramba, socio-anthropologue à l'université Joseph Kizerbo. Dr Ramba est également un acteur de la société civile. Il représente le RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels. Et puis Dr Olivier Zemba. Dr Zemba est psychologue à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Respectons les consignes sanitaires. Comme vous le constatez sur ce plateau, la distance imposée et respectée entre nous et nous-mêmes ont déjà été désinfectés. Docteur Ouedraogo, pouvez-vous nous rappeler les symptômes du Covid-19, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, Madame Dao, et bonsoir aux téléspectateurs. On rappelle, le Covid-19 est une pathologie, est une maladie infectieuse due à un virus dont les symptômes varient d'une personne à une autre. Et habituellement, ces symptômes, le patient va présenter de la fièvre, des céphalées, également des douleurs dans tout le corps, des courbatures. Le patient peut présenter également un écoulement nasal, également une congestion nasale. Le patient peut présenter une toux sèche, avec parfois des douleurs à la poitrine. Et dans quelques cas, on peut avoir des difficultés à respirer. Et en dehors de ces signes, on peut avoir également d'autres signes, notamment des troubles digestifs à type de diarrhée, également une perte de l'odorat, on parle d'anosmie, ou une altération également du goût, où le patient ne sent plus, en tout cas, le goût des repas. Mais il est important de noter également que certains patients peuvent être infectés et rester asymptomatiques, c'est-à-dire ne présenter aucun signe. Et guérir sans problème. Quel est le point de la situation à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, la date du 1er avril, on avait au total 282 cas de Covid positif.
Et au niveau du service de Tengango, où nous recevons les patients, où nous hospitalisons ces patients, nous avons reçu au total, depuis le début de la pandémie, 165 patients. Parmi ces patients, il y a des patients Covid positifs, comme il y a des patients qui sont suspects, qui ont été suspectés d'être atteints du virus. Et au total, on a environ 40% de ces 165 patients qui étaient des patients Covid positifs hospitalisés. Docteur Zemba, confinement, couvre-feu, quarantaine, des dispositions qui sont prises par l'autorité pour contenir le Covid-19 dans le pays. La quarantaine, on sait, est une expérience potentiellement traumatisante. Qu'en est-il des risques pour la santé mentale? Merci, Madame Dao. Oui, la quarantaine est une expérience potentiellement traumatisante, je dirais même angoissante et déprimante, avec bien sûr ses conséquences désastreuses sur le plan de la santé mentale, telles que l'anxiété, les phobies, les troubles et autres. Mais en me référant aux récentes études qui ont été faites par deux revues, General Psychiatry et The Lancet, ils ont montré effectivement que la quarantaine qui dépasse les 10 jours constitue en elle-même un facteur de stress parce qu'elle engendre les symptômes de stress post-traumatique. Si on se déplace sur le terrain burkinabé, on pourrait extrapoler, bien sûr en tenant compte de certaines réalités du pays, les mêmes conséquences, on va les avoir sur les mêmes populations, même catégories de population données, parce qu'il n'y a pas d'études approfondies là-dessus. Ceci dit, suite à la quarantaine, on va voir apparaître les troubles psychologiques. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Docteur Wamba. Je voulais, avant d'ajouter, présenter au nom de la société civile et particulièrement au nom du RAM nos condoléances aux familles qui ont été éprouvées, le prompt rétablissement aux malades et beaucoup de courage aux autres personnes affectées. Effectivement, la particularité de cette pathologie est qu'il met au centre de sa prévention la distanciation sociale. Ça veut dire que la quarantaine impose donc une certaine distance entre nous et les autres. Alors qu'habituellement, on pouvait, en matière d'interaction entre les hommes, en matière de communication, 4 niveaux d'espace sont généralement définis par les sociologues. Il y a l'espace intime qui est vraiment l'espace le plus réduit et un peu plus loin l'espace privé. Et c'est la distance idéale dans les interactions au sein des familles, au sein des services, où généralement la distance entre nous et les autres, c'est autour de 45 cm à 1,2 m. Il y a l'espace social qui est un peu plus éloigné, où on se retrouve entre 1,2 à 3,5 m entre nous et les autres. Et l'espace public qui est effectivement le plus éloigné. Donc la particularité, c'est que dans le cadre de la prévention, c'est de repousser les autres vers l'espace le plus extrême possible. Bon, il va de soi que lorsqu'on est mis en situation de quarantaine, ça bouleverse nos habitudes de vie en imposant une forme de rupture des liens sociaux qui nous unissent aux autres. Et encore plus, ça nous rend dépendants des autres parce qu'on est obligé de recevoir des échanges, de l'aide de l'extérieur. Il y a une certaine perte de l'autonomie. Et ça renforce ce que le docteur venait de dire, le choc psychologique. Docteur Zemba, quels sont les principaux facteurs de stress identifiés? Alors, on pourrait identifier les facteurs de stress en 2 périodes. Si nous prenons la période proprement dite
de confinement, c'est sûr que on va tenter de réduire l'ennui et le sentiment d'isolement social qui sera à la base de l'apparition de ces différents types de troubles psychologiques. L'insomnie, l'anxiété, la dépression, etc. C'est pour ça que les auteurs de ces revues nous parlent beaucoup plus des effets psychologiques négatifs. Pendant la période effectivement dite de confinement, on va voir apparaître les troubles émotionnels. Pourquoi ces troubles émotionnels? Parce que c'est dû au soulagement, teinté par la peur, par la honte, par la colère, par la culpabilité. C'est pour ça qu'il est intéressant pour nous, psychologues, de mettre en place des stratégies d'accompagnement psychosocial permettant à tout un chacun de mieux vivre le confinement. Pour les agents de santé qui sont en première ligne de la lutte, quels sont les facteurs de stress supplémentaires durant la flambée du Covid-19? Docteur Ouédraogo. Bon, comme facteur de stress supplémentaire, on peut citer la peur. Surtout la peur d'être contaminé, la peur de contaminer ses collègues, de contaminer les membres de sa famille. Et également, en dehors de cette peur d'être contaminé, comme facteur de stress également, il y a la charge de travail. Puisque dans l'unité où j'interviens, on reçoit un grand nombre de patients, aussi bien Covid positif que Covid négatif. Et parmi ces patients, il y a certains patients qui présentent des tableaux vraiment graves, qui nécessitent une prise en charge vraiment intensive. Et cette charge de travail, en tout cas, peut être stressogène pour le personnel de santé. Je profite également féliciter et encourager tous nos collègues qui sont en première ligne pour ce combat. Également aussi, comme autre facteur stressogène, bon, il y a quelques petites incompréhensions de fois avec les accompagnants de patients qui ne comprennent pas toujours les mesures d'isolation qu'on prend. Puisque habituellement dans nos centres de santé, il y a un membre de la famille qui est toujours à côté du malade, un peu comme garde malade. Et lorsqu'il s'agit d'une pathologie infectieuse, et pour rompre la chaîne de transmission, on ne peut pas permettre qu'un membre de la famille reste à côté du malade. Donc, deux fois, ce n'est pas bien compris et ça peut envoyer quelques petites frictions et autres. Parlant d'accompagnant, docteur Oramba, c'est vrai qu'avec le Covid-19, le malade, l'accompagnant n'est pas à côté du malade. Est-ce que cela n'a pas un impact sur le malade et également sur son entourage? Évidemment, mais comme l'a bien dit le docteur, habituellement dans nos systèmes de santé, les accompagnants sont des acteurs importants dans la prise en charge au quotidien des malades. Parce qu'ils interviennent avec un soutien moral, ils interviennent en apportant à manger, ils interviennent d'une manière ou d'une autre au quotidien. Mais dès lors qu'on est en face d'une pathologie, d'un tel niveau d'infection, de contagiosité, il est normal et même souhaité qu'il y ait quand même un système d'isolement de ces malades. Évidemment, ça va susciter, aussi bien sur le malade comme sur l'accompagnant, une certaine inquiétude, de l'anxiété, parce qu'en général, l'accompagnant, il voit au quotidien l'évolution de l'état de la maladie. Mais là, il ne peut pas voir et il se pose toujours des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut aussi que, comme il a dit, ça peut susciter des malentendus, parce que dans la relation entre le malade et le soignant, c'est une relation ambivalente. Tant que ça marche bien, le soignant, c'est le sauveur. Mais quand ça ne va pas bien, il passe une figure du bourreau. Il devient le bourreau. Mais dans un tel contexte, l'enjeu, c'est comment on met en place une communication qui assure la confiance entre les différents acteurs en présence pour assurer la santé. Donc, il est important pour les soignants de trouver des plages, des moments de temps, pour de temps en temps informer
l'entourage de l'évolution de l'état de santé du malade qui est hospitalisé et qu'il ne peut pas voir régulièrement comme ils en avaient l'habitude. Il est important aussi de trouver les mots justes pour annoncer les cas de décès. Parce que c'est tellement important, ça comporte une charge émotionnelle importante qu'il est souhaité qu'il y ait des mécanismes pour annoncer le décès. Parce que même culturellement, dans nos sociétés, n'importe qui n'annonce pas un décès. Donc il est important que les agents de santé prennent la mesure de cette émotion pour faire l'annonce. Est-ce que, Dr Ouédraogo, ce que vient de dire Dr Rwamba, est-ce qu'il y a un comité de... Est-ce que cette entité de communication est mise en place pour accompagner les malades, les accompagnants et même pour annoncer les décès? De façon formelle, ce qui est fait, puisque comme les patients, les accompagnants des malades ne peuvent pas être aux côtés des malades, donc ce qu'on a décidé de façon pratique, il y a une heure prévue où on rencontre les familles. Et le problème, c'est quoi? C'est que pour un même malade, on peut avoir 5-10 interlocuteurs différents ou plusieurs personnes qui appellent pour le même malade. Donc on propose aux familles de désigner une personne avec qui on va interagir concernant l'état de santé du patient. Donc on a prévu une heure où on essaie de rencontrer les familles pour essayer de faire le point. C'est vrai que c'est quelque chose, ça allait vite. On est en train d'adapter, en tout cas, de nous adapter au fur et à mesure nos réponses, en tout cas. Donc il y a une heure prévue où on rencontre les parents des malades et on essaie de donner l'évolution, en tout cas, de la maladie. Comme vous venez de le dire, c'est aller très vite, malgré la peur que vous avez, vous, personnel médical, la peur de se faire contaminer. Comment vous vous êtes organisé parce que parmi vous, il y a des personnes aussi qui ont contracté la maladie. Oui, c'est vrai que parmi nous, il y a des collègues, des collaborateurs qui ont été testés positifs au Covid-19 et c'est compréhensible puisque nous sommes au premier plan, nous sommes en front line. Et je profite en tout cas pour souhaiter un propre rétablissement à ses collègues. Également aussi, je profite en tout cas pour un plaidoyer pour que les autorités puissent renforcer les mesures de protection individuelle et collective au niveau des différents centres de santé pour une certaine continuité des soins. Parce qu'un agent de santé qui est contaminé, qui est atteint, est une source de contamination pour les malades même, également pour ses collègues et pour ses membres les membres de la famille. Également, c'est un soldat en moins pour cette lutte contre la maladie. Également, on a essayé de revoir aussi nos habitudes, notamment dans la dispensation des soins ou des consultations. On a mis plus l'accent sur les mesures de protection individuelle également. Et il s'agit d'une pathologie nouvelle. La peur suscitée par cette pathologie est due aussi au manque peut-être d'information ou de formation. Donc on essaie également aussi de mettre à jour également les connaissances. Il y a quelques formations qui sont prévues, qui sont faites également, donc pour mettre à jour ces connaissances-là, puisque les choses évoluent très rapidement dans ce domaine. Dans la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a pris certaines mesures pour réduire la propagation du virus. Parmi ces mesures, il y a entre autres la suspension des transports en commun et la fermeture de certains marchés et commerces. Ces mesures semblent avoir des impacts sur les populations, en ce sens que les personnes estiment que respecter ces mesures, c'est ouvrir la porte à la famine et aux disputes dans les familles. Des situations qu'ils estiment aussi dangereuses et mortelles que le Covid-19. Ismaël Diloma Sirima. Ils sont nombreux à ne plus savoir où mettre la tête depuis la prise de certaines mesures pour contrer le coronavirus. Les acteurs de plusieurs secteurs d'activité sont pratiquement au chômage et cela affecte leur vie au quotidien. Les chauffeurs de taxi, par exemple, qui gagnent leur vie au jour le jour, ne savent pas à quel sein se vouer avec les nouvelles mesures en vigueur. Si on peut trouver des vivres, pour le moment, pour donner en tout cas à ces familles-là, de vivre en attendant, pour que en tout cas nous puissions tenir. Sinon, nous allons tout mourir, parce que si on ne sort pas, il n'y a rien. Et si tu ne sors pas et tu ne manges pas aussi, il y a un autre mal même qui serait plus mal même que le coronavirus. En tout cas, on ne se sent pas bon. On se sent, on se porte mal.
Parce qu'avec la fatigue, avec la paresse, on ne fait rien. C'est que ça tourne mal dans les foyers. À la maison même, c'est qu'on n'arrive même pas à causer à la maison. Le désarroi se lit également sur le visage de ces acteurs du secteur informel. Avec la fermeture de certains marchés, il est difficile pour eux d'obtenir leur pitance quotidienne. Observer les mesures de réduction des mobilités ou même rester simplement à la maison est un luxe qu'ils n'osent pas se permettre. Vraiment, en tout cas, c'est bien de prendre des mesures pour contrer le coronavirus, mais la fermeture du marché va créer d'autres maladies. Je ne vois pas comment les femmes de ce marché peuvent rester chez elles et avoir la tête tranquille. En tout cas, la maison, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que si tu voulais rentrer avec l'argent pour arranger son affaire à la maison, mais quand tu n'as pas rentré avec l'argent, tu veux faire comment? Donc c'est trop problème avec nous. Nous n'avons pas de solution. Il faut que les présidents le trouvent solution pour nous, sinon ce n'est pas facile. Le couvre-feu instauré de 19h à 5h du matin ne semble pas arranger les choses. Beaucoup reconnaissent la pertinence de la mesure, mais déplorent néanmoins la privation de certaines libertés. De plus, certaines personnes indiquent que le couvre-feu est source de conflits dans leur foyer. Si tu n'as pas l'habitude de rester à la maison, avec ce couvre-feu, tu vas passer le temps à faire des disputes. Et cela va s'aggraver si tu n'es pas capable de gérer les besoins primaires. Pourquoi le couvre-feu là, c'est 19h là, c'est pas bon. S'il peut prononcer faire à 21h ou 20h même, c'est mieux que ça. Sinon, c'est pas facile. Nous, on veut rentrer faire quoi à 19h. Ce n'est pas bon. Moi, c'est un enfant d'abord, mais il y a une femme à la maison. Mais quand tu peux pas sortir, tu peux rentrer, s'asseoir avec madame, leur poser tout le temps. Et puis que tu veux faire bagarre là-bas. En tout cas, c'est pas bon. Avec ces situations pas trop reluisantes, les appels au secours à l'endroit du gouvernement pleuvent de partout. Et pour certains sceptiques, Dieu seul sait quand est-ce que ces appels seront entendus. Les populations de Sia, faute d'accompagnement du gouvernement, souffrent tant bien que mal de la batterie de mesures prises par celui-ci pour contenir l'épidémie du coronavirus. Une situation décriée par des travailleurs qui se trouvent actuellement au chômage, même s'ils reconnaissent la nécessité de ces mesures. Le constat est fait pour nous par Drissa Traoré et Ali Traoré. À 7 heures de la journée, on retrouve Suleiman Traoré au volant de son bus Sotraco. Situation oblige, il est devenu tailleur pour la circonstance, un job qu'il a appris depuis le bas âge. L'arrêt des bus a occasionné beaucoup de difficultés tant chez les usagers que chez nous les conducteurs. Nos clients ont du mal à se déplacer, ce qui fait que nos mouvements tournent au ralenti. Mais on espère percevoir nos salaires à la fin de ce mois. Comme lui, ils sont nombreux ces chauffeurs à faire les frais des mesures prises par le gouvernement pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus. C'est pour notre sécurité même qu'ils sont en train de fermer tout pour qu'on ne se frotte pas beaucoup, pour ne pas propager le virus si vous voulez. Voilà, c'est à travers ça. Bon, ça ajuste nous beaucoup. Une fois que c'est fermé, tu es à la maison, même si toi tu sors, les autres sont à la maison, tu vas voir le marché là comment, il n'y a pas de marché. Mais on fait avec, on fait comment. Aujourd'hui, moi je suis un convoyeur. Nous, on sort, c'est-à-dire on va comme ça, on ramasse les passagers. Il n'y a plus de transport. Le peu que j'ai à la maison, si ça finit maintenant, on va faire comment? Mais peut-être, le gouvernement nous dit de rester chez nous à la maison. C'est pas mal, c'est pour notre santé en fait. Mais maintenant, le peu qu'on a à la maison, si on mange, c'est que c'est fini. On va sortir. Ces transporteurs ne sont pas les seuls à souffrir de ces mesures prises par le gouvernement. Les commerçants, eux, également, peinent à joindre les deux bouts depuis la fermeture des marchés de la cité de Sia.
beaucoup ici, on vit le jour au jour. Hein. Tu vas au marché, tu reviens avec quelque chose. Et d'autres même, il faut qu'ils sortent pour envoyer RTL Money pour qu'on prépare. Vous voyez que c'est très difficile. En plus des effets provoqués par ces mesures, il y a la psychose qui s'est installée dans la ville due à cette maladie. La psychose est réelle. La psychose est réelle. Si vous remarquez, il n'y a pas un seul grain où on n'en parle pas. Je dirais que c'est devenu le sujet de tout le monde. On ne peut pas dire que la psychose n'est pas là, mais la psychose elle est totale. Face à la situation, un appel est lancé à l'endroit des autorités. Quand tu vois tous les pays, quand on veut faire, par exemple, fermeture du grand marché comme ça, l'État doit vraiment, ça devrait être vraiment la première décision même au fait, la mesure d'accompagnement. Aider les commerçants ou bien prendre en charge l'eau et l'électricité comme ça c'est la moindre des choses. Je déplore, disons, le fait que je sens que nous sommes abandonnés. L'État est presque inexistant. On est là, tous les pays voisins. On apprend des mesures par-ci, par-là, mais je ne sais pas jusqu'à présent ce que fait notre État. Ces personnes espèrent que cet appel trouvera une oreille attentive pour soulager un tant soit peu les populations. Retour donc sur ce plateau, avec nos invités. On vient de suivre les reportages. Les marchés hier sont fermés, des sociétés également. On sait que le Burkinabé vit, la majorité de nos populations, en tout cas, vit dans la précarité, dans l'indigence. Donc, vous avez vu les cris de cœur. Quel commentaire faites-vous sur cette situation? Docteur Ramba. Bon, il faut dire qu'il s'agit d'un problème assez délicat parce qu'il faut trouver des solutions contextuelles. Les réalités des pays du Nord, on a vu qu'il y a un accompagnement à la hauteur, j'allais dire, mais quand on est dans un pays où plus de 80% sont dans le secteur informel, et fermer les marchés, les yards, c'est en même temps comme s'il y a une mise au chômage systématique. Et à travers le reportage, on sent des inquiétudes qui émergent. Ça veut dire la peur que le pouvoir économique ne baisse, qui va se ressentir sur la qualité de vie, et j'allais même dire qui va impacter leur capacité de prendre en charge d'autres types de maladies, parce que le Covid-19 n'est pas la seule pathologie qui sévit. Donc c'est une inquiétude face à une nouvelle expérience de la pauvreté que les gens expriment. C'est vrai, on vient d'écouter le président du FASO qui a proposé des mesures d'atténuation. Nous espérons que la mise en œuvre va apaiser un peu les citoyens. Sinon, j'ai même peur qu'on aboutisse à un moment donné à des émeutes de la faim. Parce que les gens sont en train de vivre une nouvelle expérience, des inquiétudes, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre. En fait, la peur d'un déclassement social. D'accord. Vous avez dit au docteur Rama qu'il y a 80% qui sont dans le milieu informel. Est-ce que ces nouvelles mesures, docteur Zemba, est-ce que ces nouvelles mesures prises aujourd'hui par le gouvernement burkinabé pourra juguler, en tout cas pourra répondre aux inquiétudes manifestées par les populations? Je crois que je partage tout à fait l'idée de Rwanda, en ce sens où effectivement nous sommes en face d'une nouvelle forme de pauvreté face à cette nouvelle pathologie qui n'est pas connue. Comment faire pour répondre aux besoins des populations vulnérables? C'est ça. Et dans le cas du Burkina, c'est encore pire. Si nous faisons allusion aux déplacés, suite au climat insécuritaire que connaît le Burkina, comment faire pour satisfaire tout ce beau monde-là, surtout éparer la propagation de Covid-19? Ça, c'est une nouvelle donne sociale qu'il faut prendre en compte dans les prises de position politique. Et je crois que le chef de l'État vient d'apporter en tout cas quelque chose assez concret. On verra par la suite comment les gens vont réagir.
La mise en œuvre. Exactement. Le confinement semble mettre en danger également le lien social puisqu'on ne peut ni voir la famille, les amis, les collègues. Est-ce que l'impact de tout ça également sur nos sociétés, on n'était pas habitué à ça? Exactement. Le confinement déstabilise nos repères temporels. Ça déstabilise nos repères, je dirais, sociaux et économiques, avec l'apparition, bien sûr, de différents types de troubles psychologiques. On est atteint dans la dimension holistique, atteint dans nos rapports familiaux, amicaux et nos rapports avec les collègues. Docteur Wamba? Oui, je pense qu'en plus de ce que dit Dr Zemba, il est important donc de ne pas maintenir cette distance sociale une fois que les personnes sont guéries. Sinon, on risque de se retrouver dans les situations de stigmatisation, de discrimination qu'on a vécues avec le VIH-Sida. Parce que le fait que la maladie est encore moins bien connue, il peut se développer pas mal de préjugés, alors que si la personne retrouve sa santé, il est important que le lien social se reconstruise pour aider même la personne dans sa nouvelle vie. Parce qu'après avoir vécu une période de quarantaine, de confinement, où on a perdu certaines habitudes, c'est une nouvelle vie qui commence. Et donc, il est important que les gens reviennent autour de cette personne pour l'aider à reprendre sa belle vie. Mais presque toutes les activités sociales sont suspendues, mariage, baptême, etc. Quelles sont les conséquences de tout cela sur la vie des populations? Quelles peuvent être les conséquences? Bon, évidemment, quand on voit l'importance du mariage, des baptêmes, les suspendre, c'est comme une forme de sociabilité qui est rompue. Parce que les fêtes, c'est des moments où les gens se retrouvent, et les gens se montrent leur amitié. C'est des espaces de reconnaissance, en fait, sociale. Et lorsque cela manque, ça crée un vide. Le sentiment d'isolement, le sentiment de solitude, un certain désamour. Mais en même temps, c'est une nécessité pour vaincre la maladie que ces événements qui regroupent beaucoup de monde soient interrompus momentanément pour permettre que nous puissions avoir une maîtrise totale de la maladie. Quand on va le contrôler, je crois que l'État va lever ses restrictions pour que certaines choses puissent se mettre. Et les mairies seront certainement interpellées pour que quand la mesure sera levée, qu'il y ait des facilitations, des mesures d'accompagnement pour permettre aux jeunes couples qui veulent s'unir d'accélérer leur processus. Et donc c'est une nécessité vitale que ces aspects soient réglementés. D'accord. Docteur Zemba, le confinement pourrait engendrer également ou exacerber les violences conjugales. Qu'en est-il de la situation dans notre pays? Est-ce qu'il y a déjà pas des données, est-ce que déjà il y a des informations concernant les violences conjugales? Oui, il y a déjà des informations, hélas. Et pour l'homme burkinabé, le confinement va créer cette proximité. Et qui dit proximité dit frottement. Et ce frottement va engendrer, hélas, un climat de colère, d'angoisse. Pas d'amour. De colère, d'angoisse et de violence. Malheureusement, c'est encore les femmes qui sont les premières victimes. L'homme, effectivement, n'a plus de solution échappatoire. Il n'y a plus d'excuses. Parce qu'il y a le couvre-feu qui l'empêche de sortir. Il y a le couvre-feu qui l'empêche de sortir. Il est en face de ce qu'on appelle maintenant le devoir de cohabiter avec la partenaire. Et comment faire? Donc, dans ce cas, le devoir de cette cohabitation ne doit pas être une souffrance psychologique ou physique, mais plutôt un plaisir de découvrir. Depuis quelques semaines, docteur Ouedraogo, on ne parle que de Covid-19 au Burkina Faso, partout dans le monde. On a l'impression, surtout au Burkina, qu'il n'y a plus d'autres pathologies. Pourtant, nous savons que cette saison est propice à l'éclosion de la rougeole, de la méningite.
Est-ce que, pourtant, tous les efforts sont focalisés actuellement sur le Covid-19? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire surprendre par l'émergence d'autres pathologies? C'est vrai qu'actuellement, tous les efforts, comme vous l'avez dit, tous les acteurs sont focalisés sur le Covid-19. Mais il est important de ne pas occulter les autres pathologies qui ont une charge de morbidité importante, notamment le paludisme, la tuberculose, les affections cardio-respiratoires, le diabète, tout ce qui est affections chroniques et autres. Donc si on se préoccupe uniquement que du Covid, on risque en tout cas de se retrouver avec une morbimortalité élevée de ces pathologies. Et également, récemment, l'Ordre national des médecins de Burkina a attiré l'attention des confrères, des consoeurs à travers une correspondance dans ce sens. Docteur Rwamba, quelles peuvent être les modifications comportementales des populations face au Covid-19? Il faut dire que c'est une nouvelle pathologie dont les gens sont en quête de sens. Quelle signification sociale cette pathologie a pour eux? Alors, une des premières réactions, c'est l'autogestion. Comment on trouve des solutions face à cette pathologie? Et avec les rumeurs qui circulent, les fausses informations sur les réseaux sociaux, les gens donc se construisent une pathologie avec des noms, avec des remèdes. Et le comportement habituel, c'est de chercher soi-même la solution. Et l'automédication, l'autogestion, on peut se retrouver avec la floraison des médicaments contrefaits que l'on retrouve dans le marché et qui est une nouvelle offre de soins plus proxy pour les communautés, mais extrêmement dangereux. Il en est de même pour les tradithérapeutes qui ne sont pas encadrés, pas reconnus par l'État et qui exercent de façon frauduleuse et à partir desquels les individus cherchent des soins. Toujours est-il que face à une pathologie, la première réaction c'est chercher soi-même la solution. Et vous, docteur Ouédraogo, qu'est-ce que vous avez constaté? Dans cette recherche de solutions, dans cette autogestion, comme l'a dit, il y a des infox, c'était des idées aussi comme en gargarisant de l'eau tiède associée à du sel ou du vinaigre peut faire éviter la contamination, ou en buvant de l'eau chaude, ou en prenant de l'alcool ou des repas épicés, ça peut permettre de ne pas être contaminé. Tout ça, ce sont des idées qui n'ont pas de fondement scientifique. C'est vrai que concernant les tradithérapeutes, il y a certains médicaments qui sont issus des plantes, notamment la quinine et ses dérivés de la chloroquine qui sont dérivés du quinquennat. Mais, comme vous l'avez dit, il faut vraiment un encadrement et il faut des bases scientifiques solides pour pouvoir en tout cas confirmer en tout cas ces différents aspects. D'accord. Docteur Zemba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on constate effectivement que le Covid-19 a bousculé notre conception de vie et de mort. Sans traitement, on est en face on développe chacun une philosophie existentielle de sauve qui peut, par la recherche, comme disait le docteur Ouédraogo, et l'application des remèdes de grande main. Mais cela signifie tout simplement le Covid a modifié nos attitudes, nos comportements, voire même nos perceptions cognitives, nos modes de vie, et voire nos idées de vie. Et tant mieux si cela va dans le sens positif. Mais face à cette absence médicamenteuse-là, bon nombre, ça donne à cette pharmacopée-là. Mais la question que je me pose, est-ce que nous avons le contrôle sur cette population? A priori, non. Ce que nous pouvons préconiser, c'est sensibiliser, les appeler à une grande vigilance. À présent, les questions des téléspectateurs, c'est avec Viviane Tiendrebego.
Alors, le sujet intéresse les téléspectateurs. Comme vous vous en doutez, le téléphone n'arrête pas de sonner. Madame Socratine Kafando est à Pissi, à Ouagadougou. Elle a une question. Quelle est l'efficacité de tousser dans le creux de son coude, comme on l'indique dans les publicités, si on porte un habit manche longue, par exemple? Est-ce que si on est infecté, on ne court pas le risque de ramener le virus chez soi pour contaminer les membres de sa maison? Monsieur Galbert Kabouré est à Séguénéga. Il a du mal à comprendre le concept du mot quarantaine actuellement. Pourquoi est-ce qu'on le limite à 14 jours au lieu de 40 comme l'indique le sens du mot? Madame Léa Bonkungu, elle est à Ouagadougou. Elle constate que le nombre de personnes infectées par le Covid-19 augmente selon le décompte qu'on fait chaque jour. Comment s'effectue la prise en charge? Est-ce uniquement à Tengandogo? Sur combien de sites au total? Est-ce que le Burkina Faso dispose des équipements nécessaires et en nombre suffisant pour prendre en charge ceux qui auraient des problèmes respiratoires? Monsieur Eric Ouedraogo est à Tanzianko dans la commune de Mani. Il a constaté qu'il y a une prolifération de masques. On voit tous les modèles dans la ville, aussi bien à Ouagadougou qu'en province. Est-ce que tous les masques protègent du Covid-19? Monsieur Lamoussa François Ilboudo est à Ouagadougou. Son inquiétude touche l'alimentation qu'on doit avoir en ces périodes de presque confinement et de couvre-feu pour renforcer ses défenses immunitaires et permettre de lutter contre le Covid-19. Il aimerait des conseils sur l'utilisation de nos produits du terroir, comment les utiliser, est-ce que ces produits-là sont conseillés maintenant. Madame Aïcha Lalogone Zerbo est à Boromo. Elle constate que les agents de santé sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Et sa question, c'est est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique de prévu, parce qu'elle aurait entendu dire qu'il y a déjà des agents de santé qui sont touchés par ce Covid-19-là. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique de prévu? Comment s'effectue cette prise en charge psychologique? Monsieur Zakaria Ouedraogo est à Tampuy, à Ouagadougou. Il est commerçant et il constate qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de difficultés à s'approvisionner en sac de riz de 50 kilos et dans les endroits où on en trouve, les prix ont augmenté. Sa question, c'est est-ce que la fermeture des frontières a tenu compte de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, comme le riz, l'huile et le sucre. Et il se demande comment les pouvoirs publics peuvent intervenir pour maintenir les prix face à ceux qui sont tentés de les augmenter. Madame Valérie Bassolé est à Ouagadougou. Elle aimerait savoir après combien de jours on peut rendre visite à un malade guéri du coronavirus. Est-ce que après combien de temps après la libération on peut aller s'asseoir, causer avec lui? Monsieur Mamadou Souri a appelé de Banfora. Il a une question. Comment est-ce que vous associez les praticiens à la lutte contre le Covid-19? Monsieur Salif Sanogo est à Bobo du Lasso. Sa préoccupation, c'est est-ce qu'il y a des risques pour les personnes qui souffrent d'ulcères et de sinusite de contracter le Covid-19 sans le savoir et de confondre les signes de leur maladie habituelle avec ceux du Covid-19. Et comment faire face à la peur quand on souffre de ces maladies-là? Parce qu'il dit que quand on a l'ulcère ou les sinusites, on peut confondre, on a mal, on se demande est-ce que ce n'est pas ça? Et comment conseiller ceux qui souffrent de ces maladies-là d'aller consulter sans avoir peur? Comment faire face à la psychose? Parce qu'aujourd'hui, ils constatent que beaucoup de malades restent chez eux de peur de contracter la maladie en allant à l'hôpital. Monsieur Hakim Yohan Sinare nous suit à Dakar. Il veut savoir où en est le Burkina Faso dans la recherche des traitements du Covid-19. Est-ce que ces recherches-là associent les traitements par les plantes? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs.
quelle est l'efficacité, Dr Ouedraogo, de tousser dans le creux du coude, surtout si on porte un habit manche longue? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de ramener, si on est infecté, de ramener le virus au sein de sa famille? D'accord. À cette question, les mesures qu'on donne de tousser dans le coude, à défaut, si on n'a pas de masque qui peut constituer une barrière, de tousser dans le coude, c'est pour réduire la transmission du virus, surtout dans l'entourage. Puisque si je me mets à tousser ici, en ce moment vous risquez d'être un peu contaminé. Mais en portant le coude, en toussant dans le coude là, on réduit, c'est vrai que ce n'est pas à 100%, mais on réduit cette transmission. Maintenant, si vous êtes contaminé, bien sûr que le virus peut se retrouver au niveau du vêtement, du coude également, ça peut se retrouver à ce niveau également. Mais c'est pour pouvoir protéger les autres, c'est plutôt dans ce sens-là. Docteur Rwamba, Monsieur Kabouri ne comprend pas le concept de la quarantaine qui se limite, il y a 14 jours de confinement et on parle de quarantaine qui renvoie à 40 jours. Bon, je pense que c'est un concept aussi forgé pour la prise en charge de cette pathologie. Sinon, la quarantaine renvoie à mettre à l'écart, j'allais dire de façon littérale. Donc, c'est le terme consacré quand on peut mettre des stocks de médicaments à la quarantaine. Donc, ça veut dire mettre à l'écart. Donc, ici, on a opté que 14 jours était largement suffisant pour que vous soyez à l'écart et qu'on constate qu'il y a une amélioration, vous n'êtes plus contagieux ou pas. Donc, ça ne va pas à 40. Docteur Ouedraogo, il y a Mme Bonkongo qui constate que le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour. Donc, la prise en charge se passe comment elle est effectuée et il y a combien de sites? Est-ce que nous avons l'équipement nécessaire pour prendre en charge toutes ces personnes malades? Est-ce que nous aurons surtout les personnes qui ont des problèmes respiratoires? D'accord. La prise en charge, lorsque on dépiste un patient Covid positif, la directive au niveau national, c'est d'interner cette personne. Et le site désigné, c'est le centre hospitalier universitaire de Tengano qui a été réquisitionné à cet effet. Au départ, il y avait un bâtiment de 64 lits, mais maintenant c'est tout l'hôpital qui a été réquisitionné pour la prise en charge de ces patients. Également aussi, il y a la clinique Princesse Sarah, ex-clinique Genet, qui est également aussi réquisitionné aussi, où on prend en charge aussi certains patients. Donc, maintenant, les patients qui présentent un état grave, qui nécessitent une certaine assistance respiratoire, le centre au niveau du bâtiment, le bâtiment 15, les lits sont équipés d'oxygène pour ce type de patients. La réanimation, il y a des travaux qui ont été effectués au niveau de la réanimation du centre hospitalier universitaire de Tengano, qui présente plus de 18 lits, et je crois que dès demain, normalement, ça doit être fonctionnel aussi également. Mais il y avait des respirateurs aussi également qui étaient disponibles, pas forcément en nombre suffisant, mais qui sont disponibles aussi également pour la prise en charge de ces patients. Voilà. Est-ce que tous les masques que nous rencontrons à travers les villes sont efficaces contre le coronavirus? Il y a plusieurs types de masques. Il y a des masques, comme on appelle masques chirurgicaux. Ces masques, c'est pour protéger, puisque lorsqu'un malade tousse ou bien un patient atteint le Covid-19 tousse, ce patient doit porter ce masque-là pour pouvoir protéger les autres, son entourage. En ce moment, ça évite que ces gouttelettes de crachat puissent sortir. Maintenant, il y a des masques spécifiques là. Les masques FFP2, ça c'est pour le personnel soignant, pour protéger la personne qui porte aussi également. D'accord. Mais est-ce que ce que nous voyons à travers les recoins de la rue, est-ce que tous ces masques-là, lorsque vous portez cela, ces masques constituent une barrière. Par exemple, si la personne est infectée, les gouttelettes de la personne ne pourront pas atteindre l'entourage de cette personne. Voilà. Maintenant, les masques pour les protections individuelles, c'est des masques spécifiques pour ça. FFP2, là, en ce moment, ça protège la personne qui porte. Voilà. Ok, quel type d'alimentation devrons-nous
quel type d'alimentation nous devrons avoir en ce moment pour pouvoir booster nos défenses immunitaires? C'est vrai qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire en tant que tel, en dehors de ce qui est notamment le tabac, l'alcool, qui habituellement n'est pas conseillé, mais une alimentation riche, hyperprotidique, et également une alimentation aussi également riche en vitamine C également, ça peut booster aussi également. Sinon, il n'y a pas d'interdit alimentaire concernant... C'est de manger sainement et varié. D'accord. Madame Lalogo, elle constate que les agents de santé sont en première ligne dans la lutte. Donc, elle demande comment est-ce qu'il y a eu une prise psychologique qui est effectuée à votre niveau. Okay. Parce qu'il y a des médecins aussi, du personnel soignant, comme on l'avait dit pendant l'émission, qui ont été infectés. Oui, c'est une question très, très importante. On a souligné aussi également au niveau de l'équipe où je travaille. Et également, il est prévu, en tout cas, de mettre en place une cellule là, dans les différentes équipes là, de psychologues, de psychiatres pour pouvoir accompagner aussi bien les personnels de santé également aussi, et les malades aussi également. Mais pour le moment, rien n'est fait d'abord. Pour le moment, de façon pratique, de façon pratique, il n'y a pas en tout cas de psychologue ou de psychiatre en tout cas qui accompagne. Voilà. Sinon, c'est prévu dans les équipes formées, c'est prévu de pouvoir mettre des psychologues, des psychiatres pour accompagner les personnels de santé et les malades également. Mais pour le moment, il n'y a pas. Docteur Zemba, les commerçants, on constate déjà qu'il y a une flambée des prix. Donc, la personne demande est-ce que c'est dû à la fermeture des frontières. En tout cas, il y a une flambée des produits de première nécessité, notamment le riz de 50 kg qu'on ne trouve plus dans beaucoup d'endroits. Je crois que l'État doit veiller à contrôler ces commerçants un peu véreux là, qui profitent de cette pandémie pour faire n'importe quoi auprès de la population. Au lieu d'être solidaires, ils vont vers... C'est des opportunités d'affaires. Exactement. C'est un peu triste. Malheureusement. Docteur Ouedraogo, quelqu'un qui est testé négatif après avoir été testé positif, la personne qui est guérie rentre chez elle, il faut combien de temps pour qu'il puisse recevoir des visites? Comme je vous ai dit, il s'agit d'une maladie nouvelle. Les choses évoluent. Les connaissances aussi également, on apprend au jour le jour. Au départ, lorsque le patient est déclaré négatif, normalement, puisqu'il y a 2 contrôles qui se font, il y a un premier contrôle et 48 heures après, on fait un deuxième contrôle. Et si ce patient est déclaré négatif, normalement, il rentre chez lui. Maintenant, il y a quelques publications récentes là où on signale, au moins dans les 8 jours qui suivent là, quelques possibilités de contamination. Voilà, le patient peut toujours contaminer les 8 jours qui suivent. Selon, je peux dire ça avec des pincettes, c'est quelque chose qui évolue, ça évolue en tout cas, et on n'a pas vraiment un certain nombre de publications en tout cas dans ce sens-là. Comme le guéri aussi peut encore s'infecter à nouveau et être source de contamination parce qu'il n'y a pas d'immunité, faire la maladie. Voilà, c'est sûr que c'est possible. Il y a des publications aussi dans ce sens-là. Des personnes qui avaient déjà contracté, après qui étaient guéries et après qui ont été contaminées également aussi. Mais il y a aussi la peur, si vous me permettez, la stigmatisation qui va pousser les gens à limiter ou à retarder leur visite aux patients. Mais c'est compréhensible, puisque comme il n'y a pas d'études en la matière, il y a la peur qui est là. Généralement, ce qu'on conseille à nos patients guéris qui sortent, on leur demande d'observer toujours les mesures de protection, de confinement, pendant au moins les 2 semaines qui suivent. On les conseille cela toujours. Docteur Wamba, comment associer les tradis praticiens à la lutte contre le Covid-19? Je crois qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un service dédié à la médecine traditionnelle qui met en place un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et pour moi, c'est l'occasion pour eux d'inviter à travers les directions régionales de santé les réunions statutaires qui s'organisent entre le système de santé classique et les praticiens, que les gens disent dans leur pratique au quotidien les symptômes de maladies similaires, quels sont leurs moyens de traitement.
Et il appartiendra maintenant aux techniciens du ministère de la Santé de faire tout le processus de vérification pour pouvoir arriver certainement à un traitement qui serait efficace. Parce qu'on est toujours dans la recherche, on pense aussi que les plantes médicinales pourraient avoir des vertus contre cette pathologie qui reste nouvelle. Mais cela doit être fait sous l'encadrement de la direction chargée de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Docteur Ouedraogo, M. Sanogo, qui est à Bobo Dioulasso, demande est-ce qu'il y a des risques pour les personnes souffrant d'ulcères et de sinusite de contracter le Covid-19 sans le savoir? Oui, toute personne en tout cas peut, si vous êtes en contact avec quelqu'un contaminé, vous pouvez contracter le Covid-19. Et je vous ai dit, il y a des patients asymptomatiques, comme il y a des patients qui présentent aussi également des symptômes ici également. Et je crois, monsieur Konaté, c'est ça? Monsieur Sanogo. Monsieur Sanogo. Et il y a la peur, bon, il a parlé également de la peur. Également. Bon, il y a des signes respiratoires, notamment de la sphère ORL, notamment de congestion nasale, qui peuvent mimer des sinusites ou également aussi des signes aussi du Covid aussi également. Mais en cas de doute, je conseille en tout cas M. Sanogo de consulter les médecins. Parce qu'aujourd'hui, il y a la peur qui fait que les gens ne sont plus prompts à aller vers les structures sanitaires. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager les gens aujourd'hui à aller vers les structures sanitaires pour se faire prendre en charge? Je pense qu'au contraire même, lorsqu'on souffre, le premier réflexe c'est d'aller vers ces structures sanitaires. Voilà donc. Je crois que ceux qui souffrent déjà avec une comorbidité pathologique, cela justifie aussi cette peur-là. Si jamais j'ai des ulcères, est-ce qu'il faut aller confirmer l'existence du Covid en moi? Je crois que cette peur-là, la peur d'avoir peur. Docteur Ouedraogo, M. Sinari qui est à Dakar, il veut savoir où nous en sommes dans la recherche des traitements de Covid-19. Est-ce que c'est le traitement par les plantes qui privilégie? À cette question, je peux, dans l'unité où j'officie, on n'utilise pas en tout cas de plantes pour le traitement de patients souffrant de Covid-19. C'est la chloroquine qui est... Voilà, donc je peux pas, pour les plantes en tout cas, on n'utilise pas de plantes comme traitement. Et qu'est-ce que vous utilisez? Peut-être que ça... Hier, je crois que vous avez sur l'émission d'avant-hier avec docteur... C'est la chloroquine docteur Dendire, voilà, la chloroquine qui est utilisée, l'azithromycine aussi également qui est utilisée. D'accord. À présent, le second lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tendre-Bego. Alors, Monsieur Thiegoni Nabié nous a appelé de Fadangourma. Il a 3 questions. La première concerne l'utilisation du savon recommandé pour se laver les mains. Est-ce que c'est tous les savons disponibles sur le marché qui sont efficaces pour le lavage des mains dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Il suit également l'évolution de la maladie et le nombre des villes touchées et il aimerait qu'on aille plus loin, que les spécialistes ou ceux qui sont au devant de la lutte aillent plus loin en indiquant les quartiers où se trouvent les personnes touchées, histoire de permettre aux gens de savoir comment circuler dans les villes touchées et où se rendre dans les villes touchées. Sa dernière question, c'est est-ce que la voie cutanée peut être un passage pour la transmission du Covid-19? Monsieur Brahima Traoré est à Koudougou. Lui veut savoir quelle est la différence entre la toux naturelle et la toux que provoque le Covid-19. Monsieur Désiré Ouedraogo est à Ouagadougou et sa question est en rapport avec le traitement avec la chloroquine qui est en phase d'essai. Est-ce que ce traitement-là donne de l'espoir? Est-ce que c'est concluant? Et en rapport avec cela, est-ce qu'il y a un système pour mettre la chloroquine à disposition des populations si on constate qu'au Burkina Faso, cette molécule-là avait été délaissée dans le cadre des traitements contre le paludisme?
Sur le même ordre, Mme Samira Kone à Ouagadougou se demande sur quelle base on sélectionne les patients pour les essais cliniques à base de chloroquine. Mme Kabouré Alima est à Tampuy. Elle dit qu'elle a entendu dire que si on boit de l'eau fraîche, on augmente les risques de contracter ou d'aggraver le Covid-19 si on l'a. Est-ce que cela est vrai? Madame Kobende est à Ouagadougou. Elle a entendu que quand on utilise la climatisation, cela accroît le risque de disséminer le virus dans l'air. Est-ce que l'utilisation du climatiseur est à proscrire par ces temps de Covid-19? Monsieur Gilbert Sanou est à Bobo du Lasso. Il se demande en combien de temps quelqu'un qui est infecté par le Covid-19 peut guérir. Le traitement peut prendre combien de temps? Et quelle est la logique qui a abouti à fixer le couvre-feu à 19h si on sait qu'au Burkina Faso, les regroupements les plus importants ont lieu dans la journée? Et enfin, M. Yacouba Ntiema, qui est à Tampuy à Ouagadougou, il dit qu'il ne doute pas de l'existence du Covid-19. Il aimerait une réponse claire à cette question. À combien de mètres est-ce qu'il faut se tenir de quelqu'un qui a le Covid-19? Combien de mètres il faut mettre entre la personne et lui? Parce qu'on parle de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. C'est combien de mètres il faut respecter? Une distance de combien de mètres il faut respecter? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Docteur Ouedraogo, est-ce que tous les savons sont efficaces pour le lavage des mains contre le Covid-19? Ok. Bon, c'est vrai que je ne connais pas la composition de tous les savons qui sont sur le marché burkinabé, mais ce qui est conseillé, les savons de Marseille sont conseillés en tout cas pour le lavage des mains. Voilà. Donc les autres savons, je ne sais pas si la composition est exacte, mais ce qui est conseillé vraiment, c'est le savon de Marseille pour le lavage des mains. Et notre savon Citec, parce que pour que les gens savent. Oui, le savon Citec également, oui, bien sûr. Okay. D'accord. Et Kabakuru? Bon, c'est différent. Kabakuru, la composition exacte, je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Est-ce qu'on peut contracter la maladie par voie cutanée? Non, le Covid-19 est une pathologie à tropisme respiratoire. C'est lorsque vous inhalez des gouttelettes émises par un patient infecté que vous pouvez contracter cette maladie. Mais c'est vrai que le virus aussi peut rester sur la peau ou bien sur les surfaces inertes pendant quelques heures, quelques jours. Mais la contamination se fait essentiellement par voie respiratoire. D'accord. Il a fait une proposition aussi, là, docteur Zemba. Est-ce que c'est bien d'aller, il veut que les médecins aillent plus loin quand on dit, bon, on met les villes en quarantaine parce qu'il y a des cas de malades dans ces villes. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au quartier pour dire il y a tel malade dans le quartier? Est-ce que je crois qu'on risque de rentrer dans le vrai chemin de la stigmatisation. Je crois que cela n'est pas nécessaire. D'accord. Monsieur Traoré, quelle est la différence entre l'atout naturel et puis une toux provoquée par le Covid-19, docteur Ouedraogo? Il y a l'atout qu'on observe dans les autres pathologies et l'atout, il n'y a pas une différence en tant que telle. Puisque l'atout même est un moyen de défense de l'organisme. Donc lorsqu'on a une situation inhabituelle au niveau du plan respiratoire, l'organisme va réagir et on va se mettre à tousser. Donc c'est cette même toux, légèrement dans la toux du Covid, la toux est sèche au départ et par la suite cette toux peut devenir grasse par la suite. Voilà. Est-ce que le traitement avec la chloroquine est concluant? Bon, s'il est un peu trop tôt pour parler de concluant ou pas, mais on a des patients en tout cas. Les premiers essais sont satisfaisants? Bon, je vais être un peu prudent parlant d'utiliser le mot essai. Mais en tout cas, nos patients qui sont sous traitement à base de chloroquine d'azithromycine, on a des patients qui vont très bien, qui guérissent également et qui sortent. Voilà, maintenant, c'est trop tôt de parler de concluants et autres. Bon, je ne parle pas d'essai également ici, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un système pour la disponibilisation de la chloroquine dans tous les centres de santé du pays?
Je ne veux pas me prononcer pour tous les centres de santé du pays, mais je sais que sur les sites de prise en charge des patients du Covid, là, c'est disponible. C'est disponible et la direction de la pharmacie nous produit cela, c'est disponible. D'accord. Voilà. Est-ce que tous les patients bénéficient du traitement à la chloroquine ou alors c'est une sélection qui est faite? Tous nos patients bénéficient du traitement à base de chloroquine et d'azithromycine. Il y a Madame Kaboré qui dit est-ce que l'eau fraîche peut augmenter les risques de contracter le Covid-19? Bon, il n'y a pas de base scientifique concernant les idées, voilà. C'est le choix de D'accord. Et puis, est-ce que la climatisation aussi contribue-t-elle à disséminer le virus dans les espaces clos? Bon, dans les espaces clos, peut-être s'il y a un patient infecté, vous vous retrouvez dans ce même espace avec un patient infecté qui tousse et ses aérosols sont suspendus dans l'air avec le brassage de la climatisation, oui, ça peut favoriser cela. Oui. D'accord. Quand quelqu'un est malade du Covid-19, ça c'est M. Sanou, combien de temps faut-il pour en guérir? Bon, ça varie, hein. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose de nouveau, on apprend tous les jours. Ça varie des personnes, en fonction des personnes, de l'humilité de la personne aussi également. De son état de santé. De son état de santé, voilà. Donc il y a certaines personnes qui recouvrent rapidement au bout de 2 semaines, de 10 jours, qu'on fait les premiers tests négatifs. Il y a d'autres aussi également, il faut attendre 3 semaines avant qu'on puisse avoir les premiers tests de contrôle négatifs également. Donc ça varie vraiment. On peut aller de 2 semaines à 4 semaines, ça varie. Docteur Rwamba, quelle est la logique dans la fixation du Covid-19? C'est vrai que la question, je ne sais pas si vous pouvez donner une réponse à la personne, parce que la personne dit que les moments de regroupement prisés sont dans la journée, donc pourquoi à 19h à l'heure de je pense que je ne vais pas donner une réponse, mais je vais juste faire un commentaire. Qu'est-ce que l'on remarque dans les grandes villes? Le after work, comme disent les Anglais, après le travail, on se retrouve dans le maquis pour prendre une bière en passant et on verra que la plupart de certains maquis sont quand même bornés de clients jusqu'à des heures parfois tardives, 22 heures, etc. Donc il va de soi qu'en fixant à 19h, on coupe cette possibilité pour les individus de se regrouper après le service en se disant que dans la journée, les gens sont occupés à leur travail. Bon, c'est vraiment... Donc c'est d'éviter les regroupements du soir à défaut de ceux du matin qui sont plus axés sur les activités du travail. Ok. Docteur Ouedraogo, Monsieur Nikema ne doute pas de l'existence du Covid-19, mais il aimerait avoir une réponse claire. À combien de mètres faut-il se tenir par rapport à un malade du Covid-19? Dans les documents de référence qu'on utilise, notamment le document de l'OMS et autres, c'est 1 mètre qui est prévu. 1 mètre, là nous sommes à 1 mètre de distance. C'est 1 mètre qui est prévu. Donc ça, c'est indiqué en ce moment, parce qu'à cette période de Covid-19, que la personne soit malade ou pas, puisque nous ne connaissons pas le statut de l'autre, donc c'est toujours mieux de mettre à 1 mètre. 1 mètre, voilà, de distance. Docteur, est-ce que la vie reprendra son cours après, son cours normal après le Covid-19? Est-ce que la vie avant Covid-19 va ressembler à celle d'après Covid-19? Bon, il faut quand même dire que c'est difficile pour moi de dire, d'affirmer. Mais je pense que cette pathologie serait comme le VIH, ce qu'on peut appeler un réformateur social. Ça va, de mon point de vue, avoir un impact sur les différents aspects de la vie, que ce soit sur le plan économique, sur le plan relationnel, sur le plan même mode de travail. On voit que de plus en plus, on met l'accent sur le travail à distance. C'est déjà des habitudes que les gens vont acquérir et qui va changer la manière dont nous avons la perception du travail. Évidemment, l'un de ces impacts que j'allais dire négatifs,
c'est la rupture du lien social. C'est comme si on nous apprend à être moins proche de l'autre. Et ça va nécessairement changer. Sur le plan économique aussi, en fonction des stratégies géopolitiques, des stratégies commerciales, beaucoup de choses ne peuvent pas changer. Quand je vois ce qui se passe en Europe, c'est comme une remise en cause de la délocalisation des entreprises vers les autres pays, parce que ça fait une production moins chère, mais j'écoutais sur les zones, et l'Inde n'est pas toujours prêt à exporter sa chloroquine qui est demandée. Et quand on voit avec cette pathologie, le Burkina vient de relancer son industrie pharmaceutique à travers Uffarma, parce qu'on s'est rendu compte, comme dit le professeur Joseph Kizerbo, le développement est d'abord endogène. On se développe, quelqu'un ne vient pas vous développer. Moi, je pense que c'est un élément important. Deuxième élément, je dirais sur le plan du comportement général, que ce soit surtout là du politique. En Afrique, couramment, quand on tombe malade, on court tout de suite pour une certaine élite d'aller se soigner hors du pays. Voilà une maladie qui est venue, et comme le dit dans les quartiers, nous sommes tous égaux maintenant. Il n'y a plus que je vais prendre mon avion, aller me soigner. Tout le monde se soigne au Burkina. Du coup, c'est une forme d'interpellation, de repenser notre système de santé dans nos pays pauvres, bâtir des systèmes résilients, pérennes, solides, bien qualifiés, parce qu'on a les ressources humaines. Nous sommes une population jeune, on a des gens très compétents, il faut les former, il faut leur donner les moyens pour que n'importe qui puisse se soigner dans son pays sans avoir recours à aller à l'extérieur. Et je pense qu'après cette pathologie, les dirigeants, les concepteurs, tous vont se mettre autour de la table et repenser une nouvelle façon de construire des systèmes de santé. Si je me permets, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il va y avoir un avant et un après. Et ça, c'est la chose politique. Donc, ça nous interpelle tous à repenser, à réfléchir sur notre système de santé, surtout les politiques publiques en matière de santé mentale. Et quels sont les conseils pour mieux vraiment s'adapter en ces temps de confinement? Toujours avec le docteur Zema. D'abord, j'insisterai sur le fait le respect des mesures déjà prises. Ensuite, à titre individuel, je crois que tout un chacun doit pouvoir exprimer ses angoisses, ses colères. Mais il y a un moment où il faut s'isoler, baisser un peu la tension et se dire, attention, je suis en famille, il va falloir que tout un chacun harmonise un peu le climat familial, tout en tenant compte, bien sûr, de son niveau d'angoisse, pour qu'on puisse vivre ensemble. Chacun va avoir une expérience propre du confinement. Mais c'est là, effectivement, que les adultes doivent être des exemples pour les enfants. On parle de confinement, on ne demande pas ce qui se passe aussi chez les ados et chez les enfants. Autre recommandation que je dirais, c'est de ne pas suivre de façon continue les émissions sur la pandémie, parce que ça crée plus de psychose à nous. Et puis, comme disait, je fais référence à mon ami Ouedraogo, il faut éviter les polémiques entre les agents du personnel médical et les hommes politiques, parce que cela va engendrer davantage de l'anxiété dans la population. Et quel conseil vous avez à donner à Dr Wamba? Moi, je dirais que le premier conseil, il faut dépasser la peur. Parce que la peur, c'est une construction sociale. Chacun de nous a une façon de fabriquer sa peur qui, généralement, est fondée sur les stéréotypes sociaux. Quand on prend cette pathologie, je raconte une anecdote en passant. Dans une ville proche, il y a eu un baptême, avant qu'on dise limite la circulation.
Alors, on l'a appelé, lui dit, vous les gens de Ouagadougou, restez là-bas, nous on va gérer la chose là. Les baptêmes, c'est pas la peine de venir. Ça veut donc dire quoi? Implicitement, on fabrique les origines de la maladie. De la maladie. Donc, ceux qui sont à Ouaga disent que c'est ceux qui ont les moyens, qui sont allés en Europe, qui nous ont amené la maladie. Ceux qui sont en milieu rural disent, c'est vous les gens de Ouaga qui avez la maladie. En même temps, les cibles, on dit non, c'est une maladie des riches. Parce qu'il faut aller en Europe pour l'amener. Ce n'est pas n'importe quel citoyen qui y va. Donc ça, c'est déjà un élément important. Nous devons apprendre à dépasser cette peur pour avoir une perception plus réaliste de la pathologie. Deuxième élément, c'est éviter vraiment le déni. Oui, la maladie existe, mais la maladie est une réalité. Et il faut que chacun se dise qu'il est vulnérable. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Et par conséquent, toutes les préconisations de prévention que le ministère a proposées, mis en œuvre, qui est reprise dans les radios en beaucoup, chacun doit s'efforcer de le respecter sans commentaire. Et ce que je voulais ajouter, c'est un peu un plaidoyer pour la société civile. Il faut que dans la prise en charge de cette pathologie, on aille au-delà du modèle que je dirais hospitalo-centré. C'est quoi? On se pose toujours la question, mais quelqu'un qui serait à 500 km de Ouagadougou, qui présente les signes tels que décrits de la pathologie, que fait l'infirmier à ce moment? Est-ce qu'il le met dans l'ambulance pour traverser toutes les contrées avec la possibilité que le virus se diffuse et qu'on le sème sur la route? Donc c'est juste pour appeler aussi à imaginer une réponse communautaire de cette pathologie. Parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est Tchengango, c'est Bobo, mais que à Dori, à Djibo, à Falangutu, qu'est-ce que l'on fait? Donc, il faut mobiliser la société civile qui a de l'expérience dans la sensibilisation, qui a de l'expérience dans la éducation, afin qu'ils puissent jouer un rôle fondamental, puisque la prévention étant pour le moment le moyen le plus efficace. Je crois qu'ils sont spécialisés dans ce domaine. En même temps, nous appelons à ce qu'il y ait un accroissement du dépistage. On peut déjà cibler tout le personnel, les personnes malades, leur entourage, et dans le quartier, toutes les familles qui sont censées passer. Parce que tant qu'on n'aura pas un dépistage, certaines stratégies, nous semblent, ne seraient pas très efficaces. Quand je suis confiné chez moi en ne sachant pas si je suis potentiellement contaminé ou pas, je ne fais qu'être un réservoir en attendant de ressortir plus tard si je suis un porteur asymptomatique. Surtout qu'on dit que même après la guérison, il y a encore 8 jours possibles. Et c'est aussi un appel vraiment, et je vois une approche multisectorielle qui va quand même nous amener à renforcer, à capitaliser, à mutualiser toutes les ressources intellectuelles, artistiques, afin que nous puissions vraiment venir à bout de cette pathologie qui veut changer nos modes de vie. Qui a changé nos modes de vie. Docteur Ouedraogo, pour terminer. Oui, bon, je partage entièrement, en tout cas, l'intervention de mon prédécesseur. Et dans ce sens, l'Ordre national des médecins a interpellé également un plaidoyer auprès de nos autorités pour qu'on puisse renforcer au niveau des hôpitaux des régions, des districts aussi également, la prise en charge en tout cas d'éventuels cas qui pourront se présenter. Également aussi, on essaie d'augmenter aussi en puissance aussi également l'offre aussi également pour le diagnostic avec l'acquisition d'appareils de diagnostic également, des tests aussi diagnostiques aussi également. Maintenant, pour terminer, les conseils aussi également, c'est la peur est due à quoi lorsqu'on n'a pas l'information juste. Donc, c'est d'aller vraiment à l'information juste concernant ce virus et éviter aussi également les infox
qui peuvent aussi générer le stress aussi également. Et pour terminer, peut-être prendre soin de soi lorsqu'on est confiné, prendre soin de soi, notamment avoir des activités physiques, également une alimentation saine et une bonne hygiène de sommeil aussi également. C'est donc la fin de cette émission. Merci, chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restons chez nous, restez chez vous. Respectons les consignes sanitaires, prenons bien soin de nous et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection.